Prince Rogers Nelson, icône universelle de la musique, a consacré toute son existence à ériger des barrières soigneusement construites. Ces barrières ne séparaient pas seulement sa vie privée du regard du public ou de l'industrie musicale, elles cloisonnaient également ses douleurs les plus profondes, ses pensées les plus intimes et la perception qu'il souhaitait que le monde ait de lui. Chaque mur, chaque rideau, chaque choix discret de sa vie privée représentait un acte de protection, un moyen de préserver son art et son identité contre l'intrusion extérieure. Lorsque, tragiquement, il a été retrouvé inanimé dans un ascenseur de Paisley Park, l'un de ses sanctuaires les plus chers, ces murs se sont non seulement effondrés, mais ont également laissé apparaître des questions profondes et dérangeantes que personne n'était préparé à affronter. Derrière l'apparence d'une vie de gloire, de succès et de créativité ininterrompue, se cachait un univers complexe, fait de secrets méticuleusement gardés et de décisions silencieuses qui échappaient au public. Les enquêteurs découvrant son camp étaient confrontés à un monde inconnu, où chaque objet, chaque pièce et chaque document avait une signification, et où la réalité dépassait largement le simple cadre du deuil ou des souvenirs que ses fans pouvaient posséder. L'enquête allait révéler un prince bien plus vulnérable, confronté à des douleurs que peu d'êtres humains peuvent comprendre et entouré d'un système de soutien qui semblait, parfois, lui permettre de rester à flot, mais qui n'était pas infaillible. Paisley Park, loin d'être un simple domicile, se révélait être un complexe et sophistiqué, conçu pour combiner la création artistique, la protection de la vie privée et l'organisation méthodique de ses archives. Chaque studio, chaque espace de répétition, chaque pièce du domaine reflétait la discipline rigoureuse et la vision unique de Prince. Cette propriété, si longtemps synonyme de liberté créative, est devenue, au matin de sa disparition, le théâtre d'une enquête minutieuse et obsédante. Le silence, autrefois reposant et rassurant, est devenu pesant et lourd, chargé d'interrogations et de mystères que personne ne pouvait élucider immédiatement. Lorsque les secours ont été appelés, il n'y avait ni seconde chance ni réanimation possible. Les autorités locales ont rapidement compris que ce décès n'était pas ordinaire. Prince était actif, en pleine création et projetant de nouveaux travaux, ce qui rendait l'inexplicable encore plus inquiétant. L'absence de violence, de lettres d'adieu ou de signes de détresse rendait l'événement encore plus mystérieux. Les premières heures de l'enquête ont mis en évidence une réalité dérangeante. La vie de Prince était soigneusement contrôlée, mais ce contrôle n'avait pas suffi à le protéger contre des forces invisibles et dangereuses. Les semaines qui ont précédé sa mort sont devenues un sujet central de l'investigation. Les enquêteurs ont rapidement découvert un foisonnement de médicaments dispersés dans le domaine, certains correctement étiquetés, d'autres non, stockés dans des enveloppes, des sacs de voyage et même parmi des objets du quotidien. Cette découverte a transformé l'enquête initialement médicale en une investigation complexe, liée à l'accès, à la provenance et à la connaissance exacte des substances que Prince consommait. En examinant Paisley Park, les agents ont été confrontés à un contraste saisissant. Un artiste méticuleux, passionné et discipliné, dont la vie privée et l'univers créatif étaient préservés avec soin, mais où des substances potentiellement mortelles étaient disséminées dans un espace qu'il considérait comme inviolable. Les questions de responsabilité, de sécurité et de connaissance exacte des médicaments ont rapidement dépassé le cadre de la simple enquête médicale pour toucher à des problématiques plus larges, révélant des lacunes dans la protection d'un individu même lorsqu'il bénéficie des meilleurs moyens de contrôle et de discrétion. Ainsi, dès les premières heures de l'investigation, il est devenu évident que la mort de Prince Rogers Nelson n'était pas simplement une tragédie personnelle. Elle représentait un point de convergence de mystères, de dangers invisibles et de secrets profondément enfouis. L'intimité de sa vie, longtemps préservée derrière les murs de Paisley Park, se révélait désormais sous un nouveau jour, posant des questions sur le contrôle, la sécurité, la vulnérabilité et la manière dont un génie artistique pouvait rester protégé tout en étant exposé à des risques mortels invisibles. Alors que les premières heures de l'enquête révélaient la complexité de la situation, il est rapidement devenu évident que les autorités locales seules ne pouvaient pas traiter cette affaire. La nature des médicaments trouvés, la dispersion des comprimés et l'absence de responsabilité claire indiquaient qu'il s'agissait d'un problème dépassant le cadre d'une simple enquête sur un décès suspect. Quelques jours seulement après la tragédie, la DEA, Drug Enforcement Administration, et le Bureau d'enquête criminelle du Minnesota ont été officiellement impliqués. Plus tard, le FBI a rejoint l'affaire, transformant une tragédie locale en une enquête fédérale d'envergure. L'implication du FBI n'était pas anodine. La présence de pilules contrefaites contenant du fentanyl suggérait l'existence d'un réseau de distribution organisé et potentiellement actif au-delà des frontières de l'État. La juridiction fédérale était désormais incontournable. Les agents ne se concentraient plus uniquement sur la mort de Prince. Il s'agissait également de comprendre comment des substances extrêmement dangereuses avaient pu atteindre une personnalité protégée, connue pour son contrôle obsessionnel sur sa vie et son environnement.
La question centrale n'était plus seulement « Comment est-il mort ?», mais aussi « Qui a fourni ces pilules et comment ce réseau opérait-il ?» Paisley Park est alors devenu le théâtre d'une investigation minutieuse et systématique. Chaque coin, chaque pièce, chaque objet personnel était documenté et analysé. Les agents ont examiné non seulement les médicaments, mais aussi les dispositifs électroniques, téléphones, ordinateurs, comptes de messagerie, messages textes et relevés d'appels. L'objectif était de détecter toute communication liée à des prescriptions, à des livraisons ou à des intermédiaires, dans le but d'identifier des schémas ou des réseaux de distribution. Chaque piste devait être suivie avec précision, car le marché des opioïdes contrefaits était suffisamment sophistiqué pour tromper même les personnes les plus prudentes et les mieux protégées. Parallèlement, l'équipe d'investigation a dû naviguer dans le labyrinthe de la vie privée de Prince. L'artiste, célèbre pour sa discipline et son contrôle total sur son image et son environnement, avait construit des barrières rigides entre sa vie publique et sa vie privée. Ses collaborateurs et employés avaient un accès limité à ses espaces personnels, et Prince lui-même restait en grande partie isolé. Cette isolation, auparavant perçue comme un trait de personnalité ou une simple préférence artistique, s'est révélée être un facteur clé dans la dégradation silencieuse de sa santé. L'absence d'intervention médicale visible et le refus de traiter publiquement sa douleur ont permis aux substances toxiques de devenir fatales. Au cœur de cette investigation se trouvait la découverte des pilules contrefaites. Plus de 60 comprimés ont été retrouvés, dissimulés dans des flacons de vitamines, des boîtes d'aspirine et même dans une valise portant l'alias de Prince, Peter Bravestron. Ces pilules n'étaient pas rangées comme des drogues destinées à l'abus, mais comme des secrets soigneusement cachés, dissimulés dans son sanctuaire créatif. Certaines analyses ont révélé que Prince avait peut-être tenté de gérer sa douleur et ses symptômes de sevrage seul, sans recours à des traitements publics ni à une rééducation officielle. Pour un homme qui avait bâti sa carrière sur le contrôle absolu, admettre une dépendance ou une vulnérabilité aurait été impensable. Les enquêteurs ont commencé à comprendre que son comportement n'était pas imprudent, mais marqué par un désespoir silencieux et méthodique. La complexité de l'affaire a été amplifiée par le rôle ambigu des proches collaborateurs. Le garde du corps et assistant de longue date, Kirk Johnson, avait récupéré certaines prescriptions pour Prince afin de préserver sa vie privée. Bien que son intention ait pu être de protéger l'artiste, cette situation a brouillé les pistes pour les enquêteurs qui tentaient de comprendre l'origine exacte des substances mortelles. La difficulté résidait dans le fait que personne ne semblait savoir avec certitude qui avait fourni les pilules, ni même leur véritable composition. Les tentatives de retracer les circuits de distribution se sont heurtées à des impasses répétées. Chaque piste menait à une autre inconnue, révélant un réseau de distribution sophistiqué et insaisissable, capable de tromper même les plus prudents. Le FBI et la DEA ont travaillé main dans la main pour identifier les sources potentielles de fentanyl et des U47700, substances synthétiques extrêmement puissantes et rares. Ces opioïdes ne sont généralement pas prescrits et sont associés à un très fort taux de mortalité lorsqu'ils sont ingérés sans contrôle médical. Les agents ont cherché à comprendre si Prince avait été ciblé par un fournisseur exploitant son besoin de discrétion ou si la distribution de ces pilules faisait partie d'un réseau plus large visant plusieurs victimes. Chaque étape de l'enquête nécessitait un équilibre délicat entre discrétion et efficacité, car la divulgation prématurée d'informations aurait pu compromettre l'identification des coupables ou perturber la collecte de preuves cruciales. Alors que l'enquête progressait, il est devenu évident que la mort de Prince Rogers Nelson se situait au croisement de multiples défaillances, médicales, humaines et systémiques. Le suivi médical était fragmenté, la protection de la vie privée avait été privilégiée au détriment de la sécurité, et le marché des opioïdes contrefaits était devenu suffisamment sophistiqué pour infiltrer même les sanctuaires les plus protégés. La tragédie de Prince n'était pas simplement une histoire de père personnel ou artistique, mais un témoignage brutal de la létalité et de l'omniprésence de la crise des opioïdes aux États-Unis. Finalement, malgré l'implication fédérale et les efforts minutieux des enquêteurs, l'origine exacte des pilules contrefaites n'a jamais pu être établie de manière concluante. La complexité des circuits de distribution, combinée à l'absence de responsabilité clairement identifiée, a conduit les procureurs à conclure que les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites pénales. L'affaire fut officiellement classée, mais non résolue, laissant Paisley Park dans un silence empreint de mystère, conservant des secrets que même le droit n'avait pu révéler. L'univers secret de Prince à Paisley Park. Lorsque les enquêteurs ont commencé à explorer Paisley Park en profondeur, ils ont rapidement réalisé que ce lieu n'était pas une simple résidence ou un studio. C'était un sanctuaire personnel, un espace où Prince Rogers Nelson avait conçu et contrôlé chaque détail, un véritable laboratoire créatif où l'art et la vie privée se mêlaient intimement. Derrière les portes verrouillées et les zones restreintes, les agents ont découvert un monde qui reflétait non seulement la discipline artistique de Prince, mais également ses préoccupations personnelles,
ses obsessions et ses fragilités. Chaque pièce racontait une histoire. Les studios d'enregistrement demeuraient figés dans un état presque intact, comme si Prince allait revenir à tout instant. Les équipements étaient éteints mais soigneusement disposés, les partitions et notes encore présentes sur les murs et les bureaux. Chaque instrument semblait en attente, suspendu dans le temps, prêt à reprendre vie entre ses mains. Cette précision, cette attention méticuleuse aux détails, traduisait la nature obsessionnelle de Prince lorsqu'il s'agissait de créer et de protéger sa musique. Pour les enquêteurs, ce constat n'était pas seulement fascinant sur le plan artistique, il permettait également de comprendre l'importance que Prince accordait à chaque élément de son environnement, y compris ceux qui pouvaient sembler insignifiants aux yeux des autres. Mais Paisley Park ne se limitait pas à la musique. Les espaces personnels de Prince révélaient une vie profondément organisée et protégée. Les rangées de vêtements sur mesure, des costumes de scène aux tenues de ville, étaient soigneusement rangées, chacune des chaussures cataloguées, chaque accessoire à sa place exacte. Ces objets n'étaient pas conservés par nostalgie, mais comme s'ils devaient un jour être réutilisés. Cette organisation traduisait un respect absolu pour ses possessions et une volonté de garder un contrôle total sur son univers privé. Même dans la mort, Prince avait laissé derrière lui un ordre minutieux, un héritage matériel soigneusement structuré. La chambre forte de Paisley Park représentait le point culminant de cette organisation. Accessible seulement par des portes renforcées, cet espace était rempli du sol au plafond de trésors créatifs, enregistrements inédits, paroles manuscrites, bobines de films et partitions soigneusement archivées. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne s'agissait pas d'une accumulation chaotique, mais d'une méthode soigneusement réfléchie pour préserver des décennies de travail artistique. Chaque document et chaque support avaient été classés, notés et conservés pour garantir leur survie et leur intégrité. Ce n'était pas une collection pour l'exposition publique, mais une archive personnelle, le reflet d'un esprit créatif toujours en mouvement. Au sein de cette chambre forte, les enquêteurs ont également découvert des aspects plus intimes de la vie de Prince. Des objets personnels, des carnets de notes et même des valises portant des alias tels que Peter Bravestron démontraient à quel point l'artiste avait besoin de dissimuler certaines facettes de sa vie. Les valises contenaient des paroles manuscrites, des documents et parfois même des médicaments soigneusement emballés. Le contraste était saisissant. D'un côté, une créativité prolifique et presque flamboyante, de l'autre, des substances mortelles cachées dans des flacons anodins. Cette juxtaposition traduisait une vulnérabilité que Prince avait toujours tenté de garder secrète. L'une des découvertes les plus poignantes concernait l'urne contenant ses cendres, conçue comme une réplique miniature de Paisley Park. Réalisée par sa sœur et son neveu, cette urne combinait symbolisme personnel et esthétique artistique, reflétant les croyances et le style unique de Prince. Pour les agents, l'emplacement et la conception de l'urne soulignaient l'importance que Prince attachait à l'intimité et au contrôle, même après sa mort. Ce détail intime contrastait fortement avec l'exposition publique qui allait suivre et qui transformerait bientôt son sanctuaire personnel en un lieu accessible aux visiteurs. La vie de Prince à Paisley Park se révélait aussi par ses routines et ses interactions limitées. Il vivait principalement seul, communiquait avec ses collaborateurs par intermédiaire et restreignait l'accès aux espaces sensibles. Cet isolement, qui avait permis à sa créativité de s'épanouir, avait aussi contribué à la détérioration silencieuse de sa santé. Les agents comprenaient progressivement que la mort de Prince n'était pas seulement due à une erreur médicale, mais à un enchevêtrement complexe de contrôle, de solitude et de vulnérabilité cachée. Chaque pilule, chaque ordonnance, chaque geste avait été pris dans le contexte d'une personne cherchant à gérer sa vie avec un contrôle absolu. Pour les enquêteurs, Paisley Park était devenu plus qu'un simple lieu d'investigation. C'était une fenêtre sur l'âme de Prince. La précision avec laquelle chaque espace avait été organisé, la manière dont chaque objet avait été conservé et la richesse de ses archives musicales révélaient un homme obsédé par la création et par le contrôle, mais aussi profondément humain dans ses failles et ses luttes personnelles. Cette compréhension allait bien au-delà de l'aspect judiciaire ou médical. Elle permettait d'entrevoir la complexité d'un génie artistique et d'une vie privée jalousement protégée. La partie 3 met donc en lumière non seulement l'organisation méticuleuse de Prince, mais aussi la dualité de sa vie. Un artiste extraordinairement créatif, capable de produire des œuvres immortelles, mais aussi un homme vulnérable, isolé et exposé aux dangers invisibles de son environnement. Chaque découverte faisait comprendre que Paisley Park n'était pas seulement un lieu de travail ou un domicile, mais une extension de Prince lui-même, une manifestation physique de sa discipline, de son génie et de sa sensibilité. De sanctuaire privé à lieu public, la transformation de Paisley Park. Après la mort tragique de Prince Rogers Nelson, Paisley Park a cessé d'être simplement une résidence et un studio de création pour devenir un site sous contrôle judiciaire et un lieu d'investigation minutieuse. Mais cette phase n'a été que le prélude à une transformation beaucoup plus complexe et symbolique.
la conversion de ce sanctuaire privé en un espace accessible au public. Ce changement, à la fois rapide et méthodique, a illustré la délicate frontière entre préservation de l'héritage, curiosité du public et respect de la vie privée d'un artiste disparu. Au départ, le domaine est resté sous supervision légale stricte. Les enquêteurs et agents fédéraux avaient quitté les lieux, mais la structure restait scellée et toute intervention était encadrée par des mandats. Pourtant, à peine quelques mois après la fin des enquêtes actives, la transition vers l'ouverture au public a été amorcée avec une précision presque chirurgicale. Les vitrines ont été réaménagées, l'éclairage modifié, les parcours de visite définis. Chaque changement semblait pensé pour à la fois préserver la mémoire de Prince et rendre l'expérience compréhensible et immersive pour les visiteurs. L'ouverture officielle a eu lieu un matin gris d'octobre, lorsque des fans vêtus de violet, certains tenant des fleurs et d'autres restant silencieux, se sont rassemblés devant les grilles du domaine. Pour ses admirateurs, Paisley Park était bien plus qu'un lieu. C'était l'incarnation physique de l'univers de Prince, un espace jadis intime qu'il avait soigneusement protégé. L'émotion était palpable. Chaque pas dans le domaine représentait une rencontre avec la vie personnelle et professionnelle d'un artiste qui avait façonné sa propre réalité et contrôlé son image comme personne. La gestion de cette ouverture a été confiée à Graceland Holdings, l'entreprise réputée pour avoir supervisé la succession d'Elvis Presley. Sur le papier, la décision semblait judicieuse. Une société expérimentée dans la transformation de résidences privées en lieux publics tout en conservant un certain respect pour la mémoire de l'artiste. Les visites ont été structurées, les parcours tracés, le personnel formé pour guider les visiteurs sans perturber l'intégrité du lieu. Pourtant, derrière cette apparente maîtrise, une tension persistait. Prince avait construit Paisley Park pour s'affranchir du contrôle de l'industrie, pour créer et protéger sa vision artistique et personnelle. Et maintenant, cette même industrie, par l'intermédiaire de ses successeurs, façonnait l'expérience et le récit autour de son héritage. À l'intérieur du domaine, les espaces de travail et de création ont été soigneusement conservés dans l'état où Prince les avait laissés. Le studio A, où il enregistrait et répétait, semblait figé dans un moment suspendu, avec ses notes encore visibles et ses instruments placés exactement là où il les avait laissés. De la même manière, le NPJ Music Club, autrefois réservé à des performances nocturnes et à des concerts surprises, était désormais ouvert au public, transformé en espace d'exposition. La garde-robe de Prince, comprenant des milliers de vêtements sur mesure, était exposée derrière des vitrines, convertissant des objets personnels et utilitaires en pièces muséales. L'urne contenant les cendres de Prince était placée au centre émotionnel du parcours. Conçue comme une réplique miniature de Paisley Park lui-même, elle offrait aux visiteurs un point de connexion intime avec l'artiste. Pour beaucoup, ce moment représentait la confrontation la plus poignante avec la perte. Ni sensationnaliste ni théâtral, l'espace favorisait un contact émotionnel profond, une reconnaissance silencieuse de l'absence de Prince tout en ressentant sa présence symbolique. Cette ouverture au public n'a cependant pas dissipé les tensions liées à la succession. Prince est mort sans testament, laissant ses biens, sa propriété intellectuelle et ses droits artistiques dans un vide juridique complexe. Des conflits légaux ont rapidement émergé autour de l'administration de ses biens. L'IRS contestait les évaluations fiscales de sa succession, et des actions civiles ont été intentées par sa famille contre des prestataires de soins, invoquant des manquements et des signes d'alerte ignorés. Pendant que les fans parcouraient les couloirs et prenaient des photos, des avocats et des représentants légaux se disputaient discrètement dans les coulisses, soulignant la fracture entre l'expérience publique et les réalités juridiques. La question de la volonté de Prince restait omniprésente. Aurait-il souhaité que Paisley Park devienne accessible au public? Certains proches affirmaient qu'il aurait aimé voir son espace continuer à vivre après sa mort, accueillant la créativité et l'expression artistique. D'autres, en revanche, soutenaient que Prince considérait sa vie privée comme sacrée et que l'ouverture publique de son sanctuaire contredisait fondamentalement ses convictions. La vérité résidait probablement dans une zone grise. Prince croyait au partage de l'art, mais croyait également au contrôle absolu de son univers, et ce contrôle lui échappait désormais. Pour les visiteurs, l'expérience offrait un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Paisley Park n'était pas seulement un musée ou une maison de célébrités. Il s'agissait d'une immersion dans un univers personnel et professionnel soigneusement construit. Chaque espace racontait une histoire. La discipline artistique, l'obsession du détail, la solitude et la vulnérabilité, tout coexistait pour créer une expérience unique. Le domaine fonctionnait désormais comme un sanctuaire transformé en lieu de mémoire, un équilibre fragile entre hommage respectueux et exposition publique. En somme, la transformation de Paisley Park après la mort de Prince illustre les tensions inhérentes à la gestion de l'héritage d'un artiste. Entre préservation, exposition et respect de la volonté de l'artiste, chaque décision est chargée de signification.
Le public peut contempler l'univers privé de Prince, mais derrière cette ouverture demeurent des questions non résolues sur la protection de la vie privée, le contrôle de l'art et le sens véritable de l'héritage. La transition de sanctuaire privé à espace public symbolise ainsi le défi de concilier le respect d'un génie artistique et l'intérêt du monde extérieur, un équilibre que Paisley Park continue de représenter aujourd'hui. Médicaments contrefaits et enquête fédérale, les zones d'ombre révélées. La mort de Prince Rogers Nelson n'était pas simplement un événement tragique pour ses fans ou le monde de la musique. Elle a rapidement pris une dimension complexe, révélant des problématiques beaucoup plus larges liées aux opioïdes, aux médicaments contrefaits et aux réseaux de distribution illicite. Alors que les autorités locales avaient initialement pris en charge l'enquête, la découverte de substances mortelles comme le fentanyl et le U47700 dans le domaine de Paisley Park a rapidement déplacé l'affaire vers une sphère fédérale. Ce changement n'était pas simplement symbolique. Il témoignait de l'ampleur et de la sophistication des circuits pouvant amener des opioïdes synthétiques à atteindre même les individus les plus protégés et isolés. Dès que les agents fédéraux sont intervenus, le temps a cessé d'être un facteur secondaire. Chaque jour, chaque objet et chaque trace numérique à l'intérieur de Paisley Park a été analysé avec une précision extrême. Les téléphones, les ordinateurs, les comptes de messagerie et les relevés d'appels ont été examinés pour détecter le moindre indice pouvant relier Prince à des prescriptions, des livraisons ou des intermédiaires impliqués dans la circulation de ces médicaments. L'objectif était double: comprendre comment de telles substances avaient pu atteindre Prince et tenter d'identifier d'éventuels responsables ou complices. La complexité de l'enquête résidait en grande partie dans la nature même de l'environnement de Prince. Paisley Park n'était pas seulement une maison ou un studio. C'était un sanctuaire, un espace où la discrétion et le contrôle étaient omniprésents. Les médicaments étaient disséminés dans l'ensemble du domaine, souvent non étiquetés correctement et parfois sous des noms différents, comme celui de son alias Peter Bravestron. Cette dispersion rendait l'identification de la provenance et du contrôle des substances extrêmement difficile. Les agents se sont vite rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple problème d'usage personnel ou d'une erreur médicale, mais d'un réseau potentiellement complexe, opérant de manière clandestine et capable de tromper même des personnes méticuleuses et prudentes comme Prince. Les premières analyses toxicologiques ont montré que le fentanyl retrouvé dans certaines pilules n'était pas un usage habituel pour Prince. Il n'y avait aucune trace de cette substance dans son organisme avant la dose fatale. Cette constatation suggérait fortement qu'il avait ingéré une pilule contrefaite sans savoir qu'elle contenait un opioïde synthétique extrêmement puissant. Une seule pilule avait suffi pour provoquer une tragédie irréversible. La prise en compte de cette dimension a changé radicalement le cadre de l'enquête. Il ne s'agissait plus seulement de documenter un décès, mais d'identifier les risques systémiques, des failles dans la sécurité et des circuits de distribution criminelle potentiels. En découvrant la vie et l'héritage de Prince, on réalise que la créativité et la passion peuvent laisser une empreinte durable. Que son histoire vous inspire à suivre vos rêves et à croire en vos talents. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires.